Force et honneur. Force et honneur. Ouais, c'est ça. Pour le film d'aujourd'hui, la force y en a. Et en ce qui concerne l'honneur... Zulflowen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce mastodonte qui est Gladiator 2. Un film franchement sorti de nulle part. Je veux dire, qui a demandé ça? J'en ai encore des frissons, rien que de penser à ce chef-d'œuvre de l'an 2000. Mais bon, qui sommes-nous pour dire non à ce bon vieux Ridley? Le mec, pour rappel, a 86 ans. Et il nous sort cette suite qui atomise à elle seule 100% des blockbusters de cette année. Alors rien que pour ça, mais respect, Milord. Gladiator 2 raconte l'histoire de Lucius. Vous voyez le petit garçon dans le premier, celui qui se lie d'amitié avec Maximus. Celui-ci se voit exfiltré en urgence de Rome par sa mère Lucilia, tout juste après la fin du premier opus. Sûrement pour le protéger des magouilles politiques qui allaient se jouer après la mort de son oncle Commode. Une décision pour moi qui flingue complètement la fin du premier opus. Mais bon, on ne va pas chipoter sur ce détail. Je veux dire, ça reste une maman. Alors je peux comprendre son move afin de protéger son petit, surtout quand on connaît l'époque. Suite à ça, le petit Lucius se retrouve tout d'abord en Égypte. Puis très rapidement, il est envoyé en Numidie, où il grandit dans l'oubli total, portant une toute autre identité. D'ailleurs, je n'ai pas trop compris le fait que l'enfant ait disparu juste comme ça. Quand même, la Numidie n'était pas si loin que ça de Rome. Je veux dire, on aurait très bien pu le signaler auprès de sa mère, surtout après tant d'années. Et en parlant d'années, on retrouve le fameux Lucius 16 ans plus tard, et qui se fait appeler maintenant Anno. Celui-ci élève tranquillement des chèvres et des poules avec sa belle jeune femme berbère, et non barbare. Et là, badaboum, les méchants romains débarquent, attaquant la dernière ville africaine libre. Lucius et ses frères Amazirs font la bagarre. Sa femme se prend une vilaine flèche dans le bide et Lucius plonge. Voilà. Après ça, notre héros se retrouve en condition d'esclave. Et il est vite recruté ou acheté comme gladiateur par le Tonton. Et là, Anno décide de faire alliance avec le Tonton afin de venger la mort de sa femme. Du moins, ça c'est au début. Car rassurez-vous, malgré cette sensation d'une redite du premier film, celui-ci nous surprend quand même par la direction qu'il prend ensuite. Je ne vais pas vous en dire plus que ça, on n'est pas là non plus pour raconter tout le film. Non. À la place, je vais me pencher sur 3 ou 4 critiques négatifs que j'ai vu revenir souvent sur la toile. Et je vais vous donner mon ressenti. Il est vrai que quand on repense au premier Gladiator, on est curieusement attiré par ce lien presque parental qu'avait Maximus envers le petit Lucius. Surtout que l'ex-général, lors de ses jeunes années, entretenait une liaison avec la maman du garçon. Et c'est explicitement dit dans le film. Cela renforce naturellement ce besoin de protection qu'avait Maximus. Et pour rappel, Lucius et le défunt enfant de Maximus avaient le même âge. Donc, on comprenait très bien la position du gladiateur sur ce point. Mais de là à se dire que Lucius est le fils de Maximus... Ça fait beaucoup là, non? Je pense parler au nom de tous, mais jamais on s'est fait cette idée que le petit était de Maximus, même si Ridley Scott soutient que c'est bel et bien le cas. Pour ma part, j'ai une explication plus simple et plus cohérente, on va dire. Il s'agit tout simplement d'un gros mytho de Lucilia envers son fils. Ce n'est pas un euphémisme ou même être misogyne que de dire qu'à travers l'histoire, les femmes de pouvoir utilisaient plus leur charme, leur subtilité. En gros, elles agissaient plus dans l'ombre que de foncer dans le tas comme des gros bourrins dans les champs de bataille. Alors je n'ai aucun mal à croire que Lucilia avait menti à son fils. Et menti à tout le monde de surcroît. Je dirais même qu'elle avait tout intérêt à le faire, vu qu'elle voulait clairement renverser Rome. Du moins enlever les 2 barges du trône. Et comme son propre fils refusait de lui parler, rien de mieux que d'associer son nom à celui de Maximus, légende du Colisée, héros de la foule, tueur d'empereurs et maintenant père de Lucius. Elle avait réussi là à l'enflammer davantage et à embrasser sa cause. Je dois avouer qu'à mon premier visionnage, je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Et ce n'était pas forcément une bonne chose. Comment dire? J'avoue que j'ai été frustré par ces nombreuses transitions abruptes. J'ai eu exactement la même sensation que dans Napoléon. On sent que certaines scènes ne sont pas achevées, que tout ne nous est pas été montré. Désormais, seul l'avenir nous le dira, mais je sens que bientôt, il y aura une final cut qui popera, comme souvent avec Ridley Scott. Par exemple, si on prend la scène du début en Numidie, excellente.
bien réalisé. Les décors, l'ambiance, la colorimétrie, tout y est. Sauf que ça part à 1000 à l'heure. À peine le temps de quelques dialogues et les Romains débarquent et taf taf, la scène est expédiée vite fait. Je comprends que cette scène sert juste d'amorce à la grande histoire. Mais quand même, je veux dire, il aurait pu s'attarder un tout petit peu plus sur cette terre humide, le mode de vie des Amazirs, des scènes au marché ou bien au champ lors des récoltes, et un peu plus d'Anno et sa femme. Pas grand chose, quelques plans par-ci par-là auront suffi. J'en suis certain. Et ça aurait servi largement plus le film. Ne serait-ce qu'à créer cet attachement envers la femme d'Anno. Sa tragique perte aurait été nettement plus puissante. Comme autre exemple, on peut citer les scènes de combat dans les arènes. Là encore, j'ai eu cette même sensation de rush. Mais contrairement aux scènes précédentes, je pense que c'était fait exprès. Ces dernières années, on a cette fâcheuse tendance à accentuer quelques scènes clés dans les films. Des scènes phares qui seront proposées dans les différents teasers et bandes annonces. Généralement, elles sont très bien réalisées, magnifiquement exécutées. Mais lors du visionnage du film au complet, on se rend compte qu'elles passent, pour la plupart, presque inaperçues. Elles n'ont pas beaucoup d'impact sur nous ou même sur l'histoire. Et c'est exactement ce que je reproche aux scènes clés de Gladiator 2. C'est-à-dire en gros celle du rhino et de la nomachi. Encore une fois, je ne dis pas qu'elles sont mal faites. Techniquement parlant, la scène du rhinocéros est l'une des plus belles scènes qui m'ait été donnée de voir. Mais vu le rythme, ça sent que c'était uniquement fait pour apparaître dans les BA. Je vous jure, j'ai plus trouvé du plaisir lors des scènes de combat à main nue, comme celle où Lucius se fait convoquer au banquet des empereurs. Et même celle avec les singes, je la trouve mieux rythmée. Du moins, elle raconte quelque chose. Mais oui les gars, je suis désolé de revenir à cette question d'histoire, mais ça a son importance quand même. D'autant plus que le début se passe en Numidie, la terre où je suis né et où je vis. Pour être complètement honnête, je n'ai rien à faire des incohérences historiques, ou bien lorsqu'on insère une fiction à l'intérieur d'un événement qui a jadis existé, surtout quand ces motifs embellissent l'histoire du film. Ça c'est assez courant à Hollywood. Je veux dire, il n'y a qu'à voir le premier Gladiator, Braveheart et Titanic. Pour ne citer que. Ça a quand même donné des p*** de chefs-d'œuvre derrière. Non, moi ce qui me gêne dans ce second opus, et encore une fois c'est complètement subjectif, c'est le traitement et l'importance donnée aux Berbères dans le film. Oui, vous allez me dire que pour une fois on est représenté dans le cinéma, et pas n'importe quel cinéma. Que la Numidie est nommée et surtout montrée comme jamais auparavant. Oui, y a pas de souci, je suis complètement d'accord avec ça. Mais j'ai toujours ce tout petit goût amer dans la gorge. Ça aurait pu être mieux fait. Surtout que nous autres Kabyles sommes tellement attachés à cette histoire. Celle-ci même qui trop souvent nous a injustement effacés. Je vous assure, la civilisation berbère, à travers ses rois, ses empires, ses héros et ses guerres, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était quelque chose d'extraordinaire. Renseignez-vous. Pour revenir au film, et malgré le point que je lui reproche, il y a quand même un travail d'historien qui est fait, et ça se voit. Ça ne reste encore que des détails, mais quand même, c'est assez plaisant de voir, par exemple, les petits tatouages sur le visage de la femme d'Anno, une coutume qui perdure jusqu'à nos jours. Mais aussi les différents costumes et les représentations des lieux. Non, sur ça vraiment le film est nickel. Mais en ce qui concerne notre grand roi Jugurtha, je suis désolé mais là non, ce n'est absolument pas lui. Même si j'aime bien l'acteur qu'ils ont choisi, le mec est quand même colossal. Non. Moi ce qui me dérange c'est que Jugurtha, l'une de nos plus grandes figures historiques, pour ne pas dire la plus grande, se faire terminer ainsi par un macaque, c'est quoi cette ignominie? Mais bon, comme dirait l'autre, c'est à nous de redorer le blason de nos héros. Il ne tient qu'à nous de faire découvrir au monde ce pan d'histoire injustement méconnu. Mais en attendant, je suis quand même reconnaissant et émerveillé de voir, ne serait-ce que cette infime petite partie de notre culture amazigh dans un tel film. Alors du fond du cœur, merci Monsieur Scott. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur Gladiator 2. Merci d'être resté jusque-là. Et... Attends. Dans le premier épisode, t'avais dit que ce serait des petites vidéos, non? Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais avec le sujet d'aujourd'hui, j'avais trop de choses à dire. Et je ne savais pas comment réduire en fait. Alors j'ai décidé de tout balancer. En tout cas, un immense merci d'être resté jusque-là. J'espère que ça vous a plu et j'espère aussi que je ne vous ai pas trop saoulé. Si c'est le cas, sorry. Si vous aimez mon travail d'analyse, de rythme, de montage, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et surtout à vous abonner. Et si vous n'aimez pas, abonnez-vous quand même. D'ici là, 11 € d'encore pour de nouvelles aventures et salut tout le monde.